Écoute, salut vie, Salut Jérémy. comment vas-tu? Très, très bien et toi? Ça va aussi, merci. Écoute, déjà, je suis très, très, très content de te recevoir sur Self Upgrade. Hem, un peu du coup en visio puisque c'était difficile de caler ça sur nos agendas, mais je suis très content, et aussi par rapport à tout ce que tu fais, mais tu vas nous en parler, je vais pas non plus spoiler. Écoute, déjà, rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui te connaissent pas, qui est Vi et qu'est-ce que tu fais? Alors, bah, déjà, moi aussi très, très, très contente, que tu me reçoives, sur le podcast. Alors du coup, je m'appelle Vi, donc Evelyne Gomis de mon nom, disons, officiel, mais on m'appelle Vi. Du coup, alors moi j'ai plusieurs casquettes, donc je suis consultante RH dans la vie de tous les jours et je suis également la fondatrice d'EasyCollet, donc depuis quasiment 4 ans maintenant. Donc EasyCollet, c'est un centre d'activité, pour les enfants. OK, super. Bah, du coup, parlons justement d'enfants, retournons quelques années en arrière. La jeune vie, elle rêvait de quoi? Ouf! La jeune fille, elle est un petit peu comme l'adulte, aujourd'hui, elle rêvait de plein, plein, plein de choses. Elle aimait découvrir les choses, elle était très, très créative et en parallèle, elle était très introvertie. Donc du coup, ça fusait, là-dedans et ça continue à fuser. Je suis un petit peu moins introvertie, mais du coup, voilà, on a des restes. Donc ouais, non, j'étais vraiment très intéressée par tout, en fait. J'étais super curieuse, j'avais envie d'apprendre plein, plein, plein de choses. J'aimais bien lire, j'aimais bien discuter avec les gens, bizarrement, paradoxalement et ouais, j'aimais bien discuter, j'aimais bien découvrir les gens, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils aimaient. Donc voilà et j'aimais bien apprendre. J'aimais bien apprendre. Pour le coup, j'étais une assez bonne élève et ouais, j'aimais beaucoup apprendre. OK, cool et du coup, donc aujourd'hui tu fais on va parler d'Easy Coller dans quelques minutes, mais c'est quoi un peu ton parcours avant justement d'arriver à Easy Coller? Tu as évolué dans quel, dans le RH? Dans quoi tu as évolué en fait avant de faire, Easy Coller? Alors, disons que mon parcours, il est à la hauteur de, bah, mon petit côté, j'ai envie de toucher à tout et cetera. Donc mon parcours, il est un petit peu parsemé, on va dire. J'ai pas un parcours classique, d'une personne qui a eu son bac, licence, master et cetera. Donc j'ai commencé, en psycho. J'ai fait 2 années de psycho que j'ai arrêté, bon, pour des raisons personnelles. J'ai repris ensuite des études de droit et j'ai bifurqué dans les ressources humaines. Donc aujourd'hui, bah, voilà, ça fait quelques années, que je bosse dans les RH. Je sais que, les RH sont souvent un petit peu le mauvais élève, dans l'entreprise, mais rassurez-vous, moi, je suis du côté des salariés. C'est bizarre, je veux pas juger, mais j'ai l'impression que tous les RH disent ça. Bah, en fait, on a une vision qui est un petit peu particulière. Je vais pas mentir, hein, je vais pas faire la politique de l'autruche. Le rôle d'un service RH, bah, c'est d'être au service de la stratégie de l'entreprise. Mais après, justement, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai créé EasyCollet, je pense que c'est important, en fait, d'être bienveillant avec les gens. Aujourd'hui, une entreprise ne fonctionne pas sans ses salariés. Donc, autant bien les traiter, autant faire en sorte, bah, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent épanouis et bah, tant qu'à faire, autant leur donner, les outils pour donc voilà. Mais je pense que tu connais, tout simplement de bons RH, hein, c'est tout, hein, c'est Ouais, non, non, bien sûr. voilà. J'ai des RH de ma famille, donc je vais te taquiner Voilà. et donc du coup, tu parlais justement de Easy Coller. D'où est-ce que ça t'est venu cette idée? C'était pourquoi tu as créé Easy Coller? Alors, très bonne question. Donc je vais revenir un petit peu quelques années en arrière, bien avant EasyCollet. Donc je le disais, hein, moi j'ai toujours eu plein de projets, plein d'idées, plein de machins et donc l'un de mes projets, enfin en tout cas l'une des idées que j'avais, c'était de créer une école. Pourquoi? Parce que donc on a tous été à l'école, hein, en tout cas la majeure partie, donc on a vu comment ça se passait, donc de l'intérieur en tant qu'élève. Maintenant moi je suis maman de 2 enfants et donc avec mon regard de maman, donc avec ce recul-là, en voyant comment mes enfants évoluent dans le système scolaire, je me dis: «Mince, il y a quelque chose qui cloche en fait. Ça va pas, il manque beaucoup de choses». On est dans un environnement où, bah, on met un petit peu tout le monde dans la même case. Sauf qu'en fait, bah, quand tu es dans une classe, que tu as 30 élèves, tu as 30 personnalités qui sont différentes.
Donc c'est compliqué de faire, rentrer tout le monde dans la même case. Et moi, de mon expérience personnelle, j'ai 2 enfants qui ont un caractère qui est diamétralement opposé. C'est le jour et la nuit, vraiment. Donc les parents pourront faire la distinction entre le premier enfant, il est comme ci, le deuxième enfant, il est comme ça et voilà. Donc j'en ai un qui est très introverti, très carré, voilà et puis j'ai l'autre, bah, qui est super explosif et qui tient pas en place et voilà. Et c'est intéressant d'avoir les 2 profils parce qu'en fait, ils sont ultra complémentaires et en tant que parent, bah, le challenge, c'est de s'adapter, en fait, aux 2. Tu veux pas faire ce que tu fais avec l'un, avec l'autre. Ils n'ont pas la même manière de fonctionner et cetera. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'apprentissage, enfin, de pédagogie et d'apprentissage, donc au niveau du contenu, moi, j'ai estimé que, c'était pas forcément suffisant, mais en tout cas qu'on n'allait pas dans la bonne direction, par rapport à ce que moi j'attends en tant que parent et voilà. J'ai échangé avec beaucoup, beaucoup de personnes, que ce soit des parents ou non d'ailleurs et j'avais toujours ce même retour-là de, bah, en fait, le système scolaire, il est pas adapté. Il est obsolète. On continue de fonctionner sur des schémas qui datent de, il y a des décennies et qui en fait ne fonctionnent plus. Donc ça, c'était une partie. La seconde partie, c'est que, bah, j'ai constaté que dans la communauté afro-caribéenne, on a un parcours qui est particulier, on a une histoire qui est particulière et donc, bah, en parallèle, en fait, on n'a rien pour nous accompagner par rapport à ça. Donc quand on est à l'école, bah, et qu'on nous parle de l'histoire afro-caribéenne, on va systématiquement nous parler, de choses qui sont très négatives, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Donc on va avoir, la pauvreté, l'esclavage, la corruption et cetera. Donc moi, je suis arrivée à un stade où je me dis: «Mais, en fait, comment on se construit sereinement en tant qu'individu quand on grandit avec ces biais-là?» Donc voilà, donc ça c'était vraiment, tous ces petits éléments-là qui m'ont fait me dire: «Bon, bah, un jour, je créerai une école, quoi. Je créerai une école, avec une pédagogie qui est adaptée aux enfants, avec des contenus qui est adaptés aux enfants, qui sont aussi, disons, pertinents, en termes d'apprentissage». Donc aujourd'hui, bah, on est en 2024, voilà, il y a des apprentissages qu'on devrait avoir à l'école et donc on pourra en parler plus tard et qu'aujourd'hui on n'a pas et c'est dommage parce que ce sont des matières, des thématiques que les enfants vont voir à 20, à 25 ans, alors qu'ils auraient pu commencer à les apprendre, à 10-12, voilà. Et donc, bah, au fur et à mesure de ces conversations-là avec les gens, et par rapport à moi, ce que je faisais avec mes enfants, du coup, donc voilà, j'ai pas attendu que, le système scolaire se transforme, donc j'ai appliqué déjà des choses chez moi et bah, de fil en aiguille, les gens me disaient: «Ah mais c'est dommage, moi j'aimerais bien faire comme toi, mais tu devrais faire un truc, j'aimerais bien que tu enseignes à mes enfants, j'aime bien ta manière de faire» et cetera. Et en fait, c'est comme ça que c'est parti. En 1 mois et demi, voilà. Il y avait un programme et des inscriptions et c'était lancé. OK, non, c'est fou. C'est intéressant parce que on voit qu'en fait, la demande, elle est partie je dirais, du terrain et que du coup, en fait, tu avais déjà l'idée, mais ça s'est confirmé en tout cas par le terrain et ça c'est cool parce que souvent, il y a des gens, tu vois, qui vont créer des produits et en fait, ça ne marche pas parce qu'en fait, ils ont jamais vérifié qu'il y avait une demande. Mais toi, effectivement, c'est plus la demande qui est venue à toi, si je puis dire. Donc là, c'est très cool et il y a un deuxième point aussi que tu évoques, c'est qu'effectivement, on a tendance à nous faire croire, en tout cas en tant, qu'Afro-Caribéens ou autres, que l'histoire se résumerait à l'esclavage ou alors qu'en fait, c'est une portion quand tu connais l'histoire, c'est vraiment une petite portion de l'histoire, de l'Afrique noire de façon générale. Donc effectivement, quand tu commences à creuser, tu te rends compte qu'il y avait des royaumes, qu'il y avait beaucoup de choses, qu'on avait beaucoup de savants et cetera. Donc je pense que ce que tu dis, c'est super important dans le sens où, effectivement, au niveau je dirais du psychisme, de la psychologie, comment, en fait, tu te construis si tu as pas des héros auxquels tu peux t'identifier, si tu as pas, je sais pas, si tu sais pas ce qui s'est passé avant et cetera, des gens qui te ressemblent en fait. Donc ouais, je pense que la mission est ultra importante et elle a vraiment toute sa place. Hem, du coup, effectivement, donc tu m'as dit en 1 mois et demi, c'est lancé et cetera. On sait souvent que dans l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on veut faire, ce qui se passe concrètement et cetera. C'est quoi un petit peu peut-être les premiers défis que tu as rencontrés entre ce que toi tu veux faire parce que tu as une vision
Et puis la réalité du terrain, c'est quoi un petit peu les 1ers défis que tu as rencontrés quand tu as monté, ces programmes avec, EasyCollet? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai vraiment une approche client, si je puis dire, même si à l'époque, j'avais pas, enfin, c'était pas cette dénomination-là. C'est-à-dire que autant j'ai des connaissances, j'ai certaines compétences, autant peut-être qu'elles ne sont pas forcément adaptées, voilà, à X ou Y. Donc j'ai testé, j'ai demandé: «OK, donc là, il y a un système qui ne vous convient pas, mais vous, concrètement, de quoi vous avez besoin?» Et je pense que c'est la base et c'est vraiment extrêmement important de se dire que, ben, cette mission-là, parce que pour moi, c'est une mission, je la fais pour les autres. Donc du coup, je dois identifier leurs besoins, et ne pas projeter moi, les envies, farfelues, que je peux avoir, voilà. Ça arrive, hein, et forcément, on a envie de bien faire et tout, donc on va proposer des choses. Et je pense que ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le test and learn et pouvoir, disons réagir rapidement en fait ou réajuster rapidement. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, je lance un programme ou un cours, je vois que ça n'adhère pas, je vais essayer de comprendre directement. OK, c'est quoi le problème? Peut-être que le cours, il est trop dense, peut-être que la manière de dispenser ce cours-là, elle est pas adaptée et bah, c'est comme ça en fait qu'au fur et à mesure, bah, on s'est amélioré et bah, l'amélioration a vraiment été rapide en fait pour le coup. Moi, j'étais pas du tout prof à la base. On a eu des profs après dans notre équipe, donc ça, c'était une bonne chose. Moi, j'étais pas du tout prof. Donc j'ai appris aussi, «sur le terrain», entre guillemets et ce qui m'a aidée, c'est le fait de me dire: «OK, je veux, bah, apporter telle chose, aux enfants. Je veux qu'ils puissent sortir de ce cours-là en sachant, analyser, en sachant argumenter, en sachant, vérifier une information», par exemple. Donc quelle est la manière la plus pertinente d'y arriver? Et surtout aussi un des aspects qui est important, c'est qu'on a une tranche d'âge qui est assez large. Donc, à l'époque, on commençait à 6 ans jusqu'à 17 ans. Donc ce que je propose à un enfant de 17 ans, je peux pas le proposer, de la même manière à un enfant de 6 ans. Donc c'est vraiment la flexibilité en fait, qui nous a permis, bah, de dépasser, les différents challenges au départ. OK, super. Et tu vois, tu disais que toi, tu avais appris sur le terrain, donc au niveau, on va dire, de l'opérationnel, d'être prof, peut-être d'enseigner la pédagogie, mais j'aimerais revenir sur un truc. Comment toi, tu t'es formé? C'est un peu pour connaître l'histoire, est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est toi-même qui as eu cette curiosité? Comment tu as appris justement l'histoire, Je dis ça parce que moi, c'est, il y a à peu près 2 ans à peu près en arrière que j'ai commencé à beaucoup, beaucoup lire dessus. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres et en fait, plus tu commences à lire, plus tu te rends compte que c'est ultra vaste quand tu as pas commencé depuis petit. Donc toi, comment tu t'es formé sur, sur l'histoire, de l'Afrique noire, je dirais en général? Mmh. Bah, j'ai exactement le même parcours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit: «Là, comment j'avance dans la vie? Il me manque des infos. Il me manque des infos. Là, les infos que j'ai, Ouais. je sais pas, il y a un truc, ça me correspond pas» et moi, je suis du genre à aller fouiller, à aller chercher et j'aime bien comprendre, en fait. Quand je me dis: «Ah, il me manque un élément, donc je vais chercher». Donc je suis partie fouiller, j'ai commencé à voir qu'il y avait plein de bouquins, en fait, que, bah, on est là, on ne se doute même pas, en fait, que ces bouquins-là existent et j'ai été encore plus loin quand j'ai eu des enfants. Parce que je me suis dit: «Il est absolument hors de question que quand mes enfants vont commencer à me poser des questions, je vais leur dire: "Oui, mais tu sais, l'esclavage, c'était hors de question". C'était hors de question. J'ai mon fils aîné qui a commencé à me poser des questions très tôt, vers 5, 6 ans: «Oui, mais pourquoi on a des couleurs différentes et pourquoi l'autre il parle telle langue et pourquoi ceci et pourquoi cela?» et en plus de ça, bah, les enfants, si tu ne leur réponds pas, c'est compliqué. Ils vont toujours aller, chercher, voilà et donc c'est comme ça, en fait. C'est autant au début, c'était vraiment bon. J'ai besoin d'informations, j'ai besoin de savoir d'où je viens et pour moi, l'esclavage, c'est une limitation. Qu'est-ce qu'il y avait avant, en fait? On nous a pas découvert comme ça du jour au lendemain, donc qu'est-ce qui s'est passé avant? Et je me suis dit: «Mince, purée, je découvre ça, j'ai, 25 ans, passés et tout. C'est pas possible, je peux pas laisser mes enfants, en fait, suivre le même chemin. Il faut que dès petits, ils sachent d'où ils viennent. Donc on connaît, hein, notre pays d'origine, notre peuple et cetera, mais pour moi, c'était pas suffisant. Il y a des choses qui se sont passées avant et c'est extrêmement important qu'on ait connaissance de ces choses-là et surtout qu'on se les transmette
Et moi, j'ai dû apprendre et je pense que toi, c'est la même chose. On a dû apprendre en étant adulte parce qu'à un moment donné, il y a une rupture dans la transmission pour des causes, diverses et variées, mais il y a une rupture et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, et donc voilà, j'ai voulu, éviter ça à mes enfants, en fait et qu'ils grandissent en se disant: «Ben, ouais, en fait, l'Afrique, c'est bien, quoi». L'Afrique, c'est bien, c'est cool. OK, bon, il y a eu, certaines choses, qui se sont passées, mais bah, c'est pas forcément le tableau qu'on nous dresse, bah, dans les médias ou à l'école, quand on fait des cours d'histoire et tout et voilà, donc c'était vraiment, ça mon cheminement et en fait, je suis contente. Je suis contente, bah, que mes enfants aujourd'hui ils puissent se dire: «Bah, oui, OK, bon, l'esclavage, ouais, bon, c'est, 0,00, 1 de notre histoire, mais derrière, ben, moi, je sais que mes lointains ancêtres viennent de telle ou telle, contrée et qu'il s'est passé ci et ça» et pour moi, dans la construction de l'individu et dans l'estime qu'on se porte à nous-mêmes, c'est indispensable. Ouais, non, je partage totalement ton discours et c'est vrai que c'est ultra, ultra important. Surtout, je pense, et tu sauras mieux que moi puisque tu as quand même fait des études de psychologie, mais je sais qu'entre 0 et 6 ans, tu as beaucoup de choses qui se forment, en tout cas dans le cerveau de l'enfant, pour qui vont déterminer beaucoup de choses, par la suite, quoi. Donc c'est super important que quand tu parles d'estime de soi, de connaissance de soi ou bien même de compréhension, en tout cas un petit peu, je pense que c'est super important, quoi. C'est exactement ça. C'est nos années d'enfance, ce sont ces années-là qui sont fondatrices. Mmh. Donc par de ce qu'on reçoit de notre environnement, de notre famille, même depuis tout petit, pour ne pas dire dans le ventre de notre mère, on reçoit déjà des informations et on les intègre dans notre, dans notre cerveau, dans notre inconscient et cetera. Donc c'est important d'avoir ces informations-là pour pouvoir enfin, de bonnes informations, si je puis dire, pour pouvoir se construire, sereinement, on va dire. Mmh. Ouais, clairement. Hem et du coup, parce que alors la première promo d'Easy Collé, c'était en quelle année? C'était en 2020. Donc 2020. 2020, plein covid, enfin ou sortie ouais, oui, plein covid quand même, parce qu'on a donc démarré donc première rentrée en octobre 2020, ouais et OK. donc l'été 2020 a servi à, lancer les programmes et cetera. OK, donc ouais, ça fait un peu plus de 3 ans. Aujourd'hui, c'est quoi l'impact que tu vois, qu'Easy Collé a chez les jeunes, aussi peut-être chez les parents? C'est quoi les peut-être est-ce que tu peux me partager peut-être quelques histoires, je sais pas, d'un enfant, je caricature, hein, qui était peut-être, très introverti, vraiment pas sûr de lui, puis qu'au final maintenant il est super content, de quelqu'un qui est devenu super curieux, peut-être d'un parent aussi qui s'est pris, bah, de passion pour l'histoire? Est-ce que tu as quelques anecdotes ou ouais, quelques vues sur ce qui s'est passé? En fait, on est totalement dans ça. Donc autant, apprendre l'histoire, la culture afro-caribéenne, ça a été, disons, une base ou un déclencheur pour lancer Easy Collé. Autant quand j'ai lancé Easy Collé, je me suis dit: «Mais en fait, il manque trop de choses dans l'éducation, de manière générale, où il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'apprend pas» et pour moi, ce sont des choses qui sont fondatrices. On en revient encore à aux fondations, de l'enfance. On apprend beaucoup de choses à l'école qui je pense que la plupart des personnes, qui vont écouter, ou visionner le podcast se souviennent même pas ce qu'ils ont fait, en classe de sixième en physique-chimie ou en classe de, CE1, dans je sais pas quelle matière. Tout simplement parce que ce sont des choses qu'on apprend, à la volée et puis, bah, quelle est la pertinence? Quel est l'intérêt, au quotidien, en fait, d'apprendre ces choses-là? Je dis pas que c'est tout, mais en tout cas, il y a énormément de choses qui voilà, on peut se poser la question de la pertinence d'apprendre ces choses-là. L'idée, c'était de pouvoir avoir un endroit safe, donc d'un point de vue, émotionnel, d'un point de vue psychologique, où les enfants peuvent parler, peuvent être eux-mêmes. Quand ils entrent chez Easycolé, même virtuellement, ils retirent le masque et là, ils peuvent être eux-mêmes. L'objectif, c'est d'avoir ces enfants-là, bah, qui sont OK avec ce qu'ils sont, donc intérieurement, extérieurement. Mais au-delà de ça, c'est de pouvoir développer des compétences, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir analyser.
De pouvoir juste même se rendre compte que: «Ah ouais, en fait, j'ai le droit d'analyser». C'est pas juste on me donne des informations et je les intègre et je n'ai même pas réfléchi là-dessus. Je peux analyser, je peux argumenter, je peux m'exprimer, en fait, devant, je sais pas, une vingtaine d'adultes parce que en fait, je suis ancrée, j'ai confiance en moi, je sais que je peux le faire, donc voilà et j'ai un environnement qui est safe dans lequel, bah, je peux m'exercer, en fait. Donc Easy Coller, c'était ça. Maintenant pour des exemples, bah, en fait, c'est exactement ce que tu disais. On a des enfants qui vont à l'école tous les jours, qui sont en souffrance. Qui sont en souffrance parce qu'on ne les comprend pas, parce que le milieu n'est pas adapté et pour, diverses raisons. On a des enfants qui sont ultra timides, qui arrivent, à la rentrée, donc on fait notre rentrée au mois d'octobre et quand tu les regardes, tu vois, ils se disent: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mes parents, ils m'ont emmené où là? Mais non, je veux partir». Et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois après, on fait le point avec les parents: «Ah non, mais je le reconnais plus en fait. Là, je l'arrête plus, il arrête pas de parler. À l'école, on m'a dit que, bah, il s'était transformé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez fait faire une thérapie?» Bah non, en fait, c'est juste qu'il est dans un endroit où il peut être, lui-même. On va avoir des exemples d'un point de vue, disons, afro ou disons en termes d'un point de vue identitaire, où on a des enfants, par exemple, qui étaient vraiment en souffrance, dans le fait d'être, soit le seul noir de la classe, voire, le seul, de l'école et quand je dis noir, c'est, toutes teintes confondues, des enfants qui sont métis également et qui sont donc assimilés noirs par la société et qui sont extrêmement en souffrance parce qu'ils arrivent à l'école et tous les jours c'est, «Ah mais, pourquoi tes cheveux ils sont comme ça? Ah mais, tu noir? Ah non, 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 moi je joue pas avec toi, hein, parce que, non, nous on joue pas avec toi, regarde comment t'es noir». OK. On a l'exemple d'une petite fille, au bout de 3 mois, c'est devenu la star de l'école en fait. Parce qu'elle a changé de posture, elle a changé de positionnement. Chez Easy Collé, on va apprendre, ben, les cheveux, crépus, c'est quoi? Ou les cheveux, texturés comme on dit maintenant, qu'est-ce que c'est? Pourquoi nous, nous avons ces cheveux-là? Pourquoi on a la peau, noire? Pourquoi c'est quoi la mélanine? Pourquoi est-ce qu'on en a? À quoi ça nous sert? Et en fait, quand ils se rendent compte que, bah, c'est plutôt un avantage, là, ils changent de posture et ils se disent: «En fait, ouais, en fait, c'est ce que je suis, c'est ce que j'incarne. Là, ma peau, je la regarde, mais je me surkiffe, en fait» et bah, on va faire des ateliers pour apprendre à, faire, des produits cosmétiques, par exemple, pour apprendre à coiffer ses cheveux et ça change la donne. Ça change la donne parce qu'on n'est plus dans le, «Oui, mais sois fier de ce que tu es». Bah, oui, mais pourquoi? Comment? Sur quelle base? Non, là, on comprend, on apprend à comprendre, on apprend à se comprendre, à se regarder et on se dit: «OK, bah, en fait, ouais, la valeur qu'on a voulu m'enlever à l'extérieur, bah, non, en fait, j'ai de la valeur et je vais le montrer» et donc quand on a un enfant qui a réussi à reconstruire son estime, ben, il ne comment dire? Ce qu'il dégage, en fait, c'est plus du tout la même chose. Donc ça fait que le positionnement des autres change. Donc moi, je suis, convaincue que, ben, le fait de se réapproprier, en fait, son identité, c'est ce qui nous permet, à l'extérieur, d'avoir des relations qui sont plus saines, plus harmonieuses avec, bah, le reste du monde, en fait, finalement et donc ça, c'est super important et moi, je trouve ça magique et au-delà de ça, les enfants sont juste extraordinaires. Ils sont pleins de ressources, ils sont ultra créatifs, s'adaptent facilement, ils apprennent facilement et quand on les met dans un environnement, ben, qui est propice en fait, hein, ils sont là, on pose la petite graine et puis, elle germe et c'est juste extraordinaire. Donc finalement, oui, on leur apprend des choses, mais nous, ils nous apprennent 2 fois plus, en fait. Et si je peux donner un témoignage, au niveau des parents, bah, en fait, on a beaucoup de parents qui sont super inquiets. Là, dernièrement, on a eu 4 nouveaux parents, donc qui sont arrivés et qui, au départ, étaient tout paniqués: «Non, mais je comprends pas, je sais pas, mon enfant, il s'adapte pas à l'école, on n'arrête pas de me dire qu'il est pas concentré, que ceci, que cela» et donc je pose 3 questions
et moi je cerne rapidement du coup, le profil de l'enfant ou la personnalité de l'enfant et là on me dit: «Ah oui, mais c'est vrai, mais comment vous avez deviné?» «Non, j'ai pas deviné, c'est juste par rapport à ce que vous me dites, mais moi j'ai un autre regard, j'ai un regard extérieur et je n'ai pas le poids de la société, surtout». Donc les parents ont beaucoup, beaucoup, beaucoup le poids de la société et particulièrement dans les communautés afro-caribéennes où on se dit: «Ah, on est déjà stigmatisé, donc il faut que mon enfant, il soit droit, il soit comme ci, il soit comme ça et s'il rentre pas dans les cases, c'est qu'il a un problème». L'enfant n Franchement, je pense que 9 fois sur 10, l'enfant n'a pas de problème. L'enfant est juste pas compris. L'enfant est juste dans un environnement qui ne lui convient pas et donc on leur dit: «Bah, venez, ramenez-les à un atelier d'essai, vous allez voir» et là, la magie opère, en fait, parce qu'ils voient, ils découvrent un autre enfant. Ils découvrent leur enfant, en fait. Ils découvrent leur enfant sans, la pression sociale qu'ils, projettent sur cet enfant-là, sans les attentes qu'on projette sur cet enfant et c'est juste extraordinaire et on a des parents qui se transforment et les relations familiales, elles sont ouf! On respire, donc c'est extraordinaire. Ouais, franchement, non, super intéressant et c'est cool. Je pense que c'est vraiment, comme tu dis, très important. Juste, c'est quoi un peu la fréquence des cours ou des ateliers chez Easy Color, par exemple, toi, dans je sais pas, sur un mois ou sur 3 mois, c'est quoi la fréquence un peu? Ouais. Alors du coup, on est à peu près calé sur l'année scolaire. Donc on a un petit décalage d'un mois. Donc on fait des cours de octobre à fin juin et on a cours tous les samedis. Donc tous les samedis matins, c'est à peu près 1 heure de cours et on fait des donc alors, les cours ont lieu en ligne, donc en visio et les ateliers, donc c'est en mode hybride, soit c'est en ligne, soit c'est en présentiel et c'est un samedi sur 2. D'accord, OK. OK, super. Et et maintenant un peu, intéressons-nous donc là, on a parlé effectivement d'Easy Color, on va remonter un peu d'une strate, on va s'intéresser à vie. Hem, comment ou c'est quoi un peu une journée parce que je sais que tu fais pas que Easy Color, mais sur Easy Color, c'est quoi comment on arrive à potentiellement diriger une école, mettre en place des programmes, faire en sorte que tout se passe bien, gérer l'opérationnel, je sais pas, tu me parles, d'ateliers en ligne, donc peut-être qu'il y a des liens Zoom, les gens qui doivent se connecter et cetera et cetera et cetera. Comment on gère? C'est quoi un peu la le ressenti qu'on a justement en tant que dirigeant et puis aussi très inspiré par une mission du à ce niveau-là, donc on veut bien faire les choses. Comment tu gères tout ça? Est-ce que tu travailles beaucoup? Est-ce que tu arrives à ne pas travailler beaucoup parce que tu as des process en place? Est-ce que tu as des gens, tu as une équipe et cetera? Comment ça se passe? Ouais. Alors, c'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je t'ai dit au début qu'on avait, lancé, ouais, la première année, le programme a été fait en 1 mois et demi, mais c'est 1 mois et demi de travail, jour et nuit, en fait. C'est pas juste, «Bon, bah, allez, on va faire un petit PowerPoint» et puis, non. Il y a de la recherche, autant je suis là, je fais des recherches, j avec mes enfants, on fait des petits trucs et tout, OK. Maintenant là, on a eu envie de bah, mettre en place une structure, poser un cadre, donc là, c'est pas pareil. Je dois être extrêmement vigilante par rapport aux informations que je diffuse, donc notamment sur toute la partie histoire. Le but, c'est pas non plus de faire, du prosélytisme ou d'aller réécrire l'histoire, mais c'est vraiment, bah, de donner des informations les plus justes possibles. Voilà, donc ça, c'était un gros, gros, gros travail déjà au départ. Donc faut savoir que Easy Collé, au départ, c'était un programme en 3 ans. Donc du coup, là, on a mis en place une 4e année puisque les parents nous ont dit: «Non, mais vous allez pas nous lâcher comme ça dans la nature, en fait». Donc du coup, on a dû rebosser. Donc le travail de ouais, de créer les cours ou, les ateliers, c'est très, 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 très prenant. Mais ouais, disons que le fait d'avoir, cette passion-là derrière, ça aide parce que du coup, on se dit, bah, qu'on veut donner le meilleur, en fait. Donc c'est pas juste, voilà, faire un cours pour faire un cours, c'est vraiment, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Avec quoi les enfants repartent au-delà des informations qu'on a pu, leur diffuser. Il y a beaucoup de travail de formation de l'équipe pédagogique. Donc on a une équipe, soit certains, travaillent sur la partie constitution des cours, d'autres, bah, sont profs. Donc au-delà d'aborder des thématiques qu'on n'aborde pas à l'école, donc dans le système classique,
Ce qui fait la différence d'Easycolé, c'est sa pédagogie, en fait. On a une pédagogie qui est vraiment particulière. Vous prenez l'école que vous connaissez et vous allez à l'opposé et là, vous allez trouver Easycolé. Donc mais ça aussi, ça se travaille. Voilà, la posture de l'enseignant, elle est importante. On peut pas, demander, aux enfants, d'aller, chercher au fond d'eux, d'aller vers l'excellence et cetera, si nous-mêmes, bah, on ne l'incarne pas, en fait. Et moi, je suis très, 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 stricte sur cette, notion d'incarner ce qu'on diffuse, parce que tout ça, c'est tout simplement de la cohérence. Heu, donc on va avoir des périodes forcément où on va bosser plus que d'autres. Après, c'est clair que, bah, en tant que dirigeante d'une école, bon, même si on n'est pas, là du lundi au vendredi, on est sur du temps périscolaire, mais bah, il y a le côté humain, en fait, à gérer, donc avec les parents, avec les enfants et avec, mon équipe. Donc c'est très prenant, c'est très, très prenant, mais je pense qu'avec une enfin, c'est une bonne organisation, en fait, qui me permet, de bien m'en sortir la plupart du temps. Et après, bah, on a plein, plein d'outils aussi qu'on utilise, donc ça aide pas mal. Donc que ce soit des outils, par exemple de productivité, de gestion de projet, notamment avec les équipes. On a certains enfants aussi avec qui on les utilise et voilà, donc on a vraiment la chance d'avoir des outils qui nous permettent aussi d'avoir une activité un petit peu plus fluide, même, dans l'élaboration des process et l'application des process, ça nous aide beaucoup. Et super. Est-ce que, si je te demande de me dire c'est quoi parce que l'histoire continue, mais aujourd'hui, c'est quoi ton meilleur souvenir avec Easy Collé? Ah ah! Bonne question. Ça doit pas être facile, ouais. Ouais, bonne question, bonne question. Alors je vais avoir 2 moments. Je vais avoir un premier moment où, on a des enfants, donc chez Easycolé, donc un petit groupe qui a organisé lui-même un atelier. Donc c'était lors d'un événement en fait, donc voilà, ils avaient l'opportunité, d'organiser un atelier. Donc ils l'ont organisé, donc c'était autour de l'histoire et en fait, ils étaient devant une trentaine de personnes. Je crois qu'ils étaient 6 ou 7 et donc ils ont préparé leur atelier, voilà, pendant, quelques semaines. Ils ont présenté ça devant les gens, ils ont créé de l'interaction et tout. Franchement, c'était magique parce qu'en fait, tu te dis: «Waouh!» Des enfants qui je crois que le plus jeune devait avoir, 6 ou 7 ans et le plus grand devait avoir, peut-être 12 ans et ils sont là, ils animent, un atelier, pour des adultes qui sont là, qui sont, entraînés en fait, qui posent des questions et tout et qui les félicitent et là tu te dis: «Ouais, OK, OK, on tient à quelque chose». Et le deuxième, bah, forcément ça va être, donc notre festival Easy Colé Fest qu'on a organisé donc l'année dernière au mois d'avril. On a eu plus de 450 visiteurs et bah, c'était une journée qui avait pour but de promouvoir, et la culture afro-caribéenne et également de rassembler les familles et franchement, c'était une journée magique. Donc voilà, ce sont vraiment les 2 principaux moments que je peux retenir, pour l'instant. OK, OK, super et donc tu disais effectivement qu'il y a des parents, je suppose et tu me contredis si ce n'est pas vrai, je suppose qu'il y a quand même beaucoup de bouche à oreille dans en termes d'acquisition de nouveaux parents et cetera bah, sur sa verticale, quoi et moi, ma question, puisque j'ai vu aussi quand même que tu communiques, pas mal sur les réseaux sociaux par rapport à ce que tu fais. Ma question ici, c'est plus comment aujourd'hui le digital, il s'insère un peu dans la stratégie des e-collés? Alors, je pense que le digital est même à l'origine, d'Easy Collé, parce qu'il faut savoir qu'on a commencé en ligne. Au départ, j'avais 3 autres personnes dans mon équipe. On habitait tous, les uns à l'opposé, des autres. Donc, un en Suisse, un à Lyon et l'autre était en région parisienne, mais très, très loin. Donc ça veut dire que pour commencer à bosser et en plus de ça, donc on était en plein covid, donc on n'avait pas le choix en fait. Zoom, Asana, Google Meet, voilà, tout ce qu'on veut, on a tout testé d'ailleurs. Et donc les cours ont commencé en ligne. La première année, on a eu exclusivement, du format en ligne. Donc que ce soit pour les cours et pour les ateliers. Donc c'est vraiment quelque chose, bah, qui nous accompagne jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que
On fonctionne encore en mode hybride, donc et en ligne et en présentiel. Le digital a un rôle vraiment important. Il a un rôle vraiment clé. Donc nous, on a commencé à faire notre promotion sur Instagram et c'est d'ailleurs le principal, canal qu'on utilise aujourd'hui et bah, la force du digital fait qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont partout en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. On a eu des enfants les années précédentes sur le continent. On a eu des enfants qui sont aux Antilles. Donc en fait, sans le digital, on n'aurait pas pu, bah, toucher ces publics-là, en fait. Donc ça, c'est vraiment la magie et au-delà de ça, on utilise le digital, bah, dans nos projets. Donc que ce soit, bah, au niveau de l'équipe forcément, mais, au niveau des projets, des enfants. Donc faut savoir que au niveau des cours en ligne, par exemple, ils ont toujours des petits travaux, des petites recherches à faire, donc on les dirige, on les oriente souvent, vers, tel ou tel outil et donc du coup, bah, ils apprennent super vite, voilà, en 1/2 heure, limite, ils disent: «Ah mais tu connais cette fonctionnalité? Ah OK, d'accord, bon bah super». Du coup, des fois, moi-même, je demande à mes enfants: «Ouais, comment tu fais ça sur Canva déjà?» Voilà. Hem et autrement, le digital, c'est vraiment, au-delà donc de l'acquisition et tout, hem, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie, d'insérer, en tout cas de plus en plus, au niveau des enfants, au niveau des apprentissages. Donc aujourd'hui, par exemple, donc on a lancé un, nouveau projet qui s'appelle Easy Smart Up. Donc c'est tout simplement de la gestion de projet. Donc, c'est né, là, à la rentrée dernière et en fait, donc on a un petit groupe pilote qui a décidé donc on leur a proposé plusieurs projets et ils ont décidé de lancer un podcast, un e-magazine. Donc justement, pour permettre de toucher un maximum de monde. Ce sont des enfants qui sont nés avec le digital, donc tant qu'à faire, autant les accompagner, bah, dans la maîtrise de ces outils-là, tout simplement. Et donc au-delà de ça, on a, aussi d'autres projets, autour du digital, donc aussi pour les enfants. OK. Ouais, non, super, super intéressant et puis, ouais, c'est bien de comme tu dis, moi, je pense que de toutes les façons, parce que c'est vrai que je vois des fois des parents et je pense que je sais pas, tu me diras ton avis, peut-être que tu as vu ça aussi. Je sais que en fait, avant, il y a en tout cas aujourd'hui, je le vois, c'est que les parents sont contents de dire, par exemple, il y a une grosse notion qui est arrivée, c'est le temps d'écran. En disant: «Ah, mon enfant, il fait X temps d'écran, ou il en fait pas, ou il en fait trop, et ceci et cela» et cetera. Et moi, je vois ça, en fait, d'un œil un peu extérieur, mais je pense que voilà, chez il y a autant d'éducation que de parents et cetera. Et moi, je me dis de toutes les façons, tôt ou tard, on est tous confrontés à l'écran. C'est-à-dire que C'est même en tant qu'adulte, en fait, on est beaucoup sur les écrans. Ça dépend des gens, mais on est beaucoup sur les écrans. Et moi, je me dis, quand c'est comme ça, quand en fait, il y a un peu une tendance qui est très difficile à ne pas, dans laquelle on peut ne pas tomber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, sans écran, en tout cas, on va dire en région parisienne ou en France ou en Europe, c'est difficile de vivre sans écran puisqu'on fait tellement de choses avec le smartphone aujourd'hui. Je me dis en fait, autant apprendre à en tirer parti. Et c'est pour ça d'ac que je me posais la question en disant, ben, on sait que les jeunes sont avec le digital, ça va très vite pour eux et cetera. Autant qu'ils apprennent à le maîtriser au lieu de justement, subir ce truc-là, tu vois? Et moi, c'est intéressant parce que ce que tu dis, tu vois, typiquement, je connais plein d'autres personnes qui, comme moi, travaillent dans le digital, dans le numérique, qui sont vraiment comme ça. Mais on est beaucoup justement, comme on sait les enjeux et l'impact que ça peut avoir si tu te laisses absorber ou autre. Moi, pendant longtemps, j'étais pas forcément sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce qu'en fait, je savais l'impact, je faisais des stratégies réseaux sociaux sur les réseaux sociaux pour des gens, mais moi, j'y étais pas. Et donc du coup, en fait, c'est important, je pense que ton approche, elle est super intelligente parce que ça permet justement aux enfants de peser le pour et le contre et de voir, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec le digital et puis si j'y passe du temps, beh, autant que j'y passe du temps pour que, je puisse en tirer parti et que ça puisse aussi nourrir ma créativité, quoi. Bah, c'est exactement ça. En fait, je pense que c'est un petit peu comme tout, tout dépend de la manière dont on utilise, en fait. Le digital, c'est un outil. Par exemple, donc chez Easy Smart Up, donc les enfants, donc on a une partie qui travaille sur les magazines, d'autres sur le podcast et puis ils ont des trucs un petit peu, disons groupés, donc ils collaborent. Donc forcément, ils veulent promouvoir leur e-magazine, ils veulent promouvoir leur podcast. À un moment donné, il va falloir utiliser les réseaux sociaux.
Donc maintenant, bah, comment on utilise les réseaux sociaux à bon escient? Comment on fait pour passer du temps qui finalement, ce temps-là va être productif et ce sera pas juste, bah, je serai en train de scroller, devant mon écran, et 2 heures sont passées et je me suis pas rendu compte. Passe ces 2 heures à faire en sorte que, ben, ta communication avance, que, tu puisses créer une communauté et cetera et cetera. Tu fasses connaître ton produit et cetera et en fait, bah, les enfants, c'est simple, hein, on leur explique, ils comprennent. C'est aussi simple que ça et on a souvent tendance à interdire: «Ah non, 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 moi pas plus de 30 minutes d'écran par jour». Ouais, mais en fait si, je sais pas, je donne un exemple bidon, si ces 30 minutes-là, elles servent à regarder, je sais pas moi, des reportages sur des, tueurs en série ou, je sais pas, d'autres, ça peut être tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Aujourd'hui, on a des enfants qui apprennent à coder tout seuls, qui apprennent à faire du montage tout seuls. Qui apprennent à gérer, l'IA générative tout seuls. Parce qu'ils ont compris comment utiliser les outils digitaux. Ils sont là, ils sont sur YouTube, ils regardent et en fait, passer 30 minutes sur YouTube en train de regarder une vidéo qui t'apprend à faire du montage ou qui t'apprend, à gérer, de l'IA et passer 30 minutes à regarder, une vidéo, je sais pas moi, de prank ou je sais pas quoi, bah, c'est pas pareil. Donc ça dépend ce qu'on voilà, ça dépend comment on utilise et je pense que nous, notre rôle aussi en tant qu'adultes, c'est de pouvoir diriger tout simplement, pas interdire pour interdire, mais dire: «OK, bon, ben, tu c'est ton truc YouTube, ben, pourquoi tu irais peut-être pas regarder, bah, ouais, comment on fait un montage, comment on fait telle chose ou telle chose?» Du coup, le résultat n'est pas le même. Et l'impact n'est pas le même. On a beaucoup d'enfants, enfin moi j'entends parce que du coup, bah, maintenant je suis dans le domaine de l'éducation, donc je m'intéresse, je me forme et je regarde ce qui se fait un petit peu autour, quelles sont les choses, qui ressortent et donc on a beaucoup cette problématique de temps d'écran, où on a des enfants qui sont en retard, par exemple, moteur ou, en retard de langage. Parce que, bah, oui, en fait, quand tu passes, 4 heures d'une journée à regarder, bah, des dessins animés, machin, bah, oui, c'est pas pareil. C'est ça a les conséances ça a les conséquences, pardon, que ça a, là, forcément. Donc le digital, c'est un outil qui est ultra puissant, mais de dans le bon sens comme dans le mauvais sens, en fait. Donc à nous de savoir comment, l'utiliser et comment, bah, faire en sorte que les enfants l'utilisent à bon escient. Ouais, non, clairement et puis je pense que c'est vrai que on regarde souvent la métrique temps d'écran, c'est plutôt temps d'écran, oui, mais qu'est-ce que tu as passé à faire pendant ce temps? La C'est vérité, c'est ça. vraiment ce qu'il faut aller un peu plus loin dans la sur la métrique et comme je comme je disais, en fait, pour moi, tu ça se voit que tu travailles beaucoup. Ma question alors, je vais t'expliquer le concept, mais peut-être que tu le connais déjà. Sur le Upgrade, on a beaucoup cette conversation où les gens parlent d'un tunnel. Le tunnel, c'est un peu ce moment où qui est plus ou moins long, où tu vas, être à fond dans ton projet, mais à 100. Toi, tu m'as parlé d'1 mois et demi où tu as travaillé un peu nuit et jour pour monter cette première promotion. C'est un petit peu ça le tunnel. Mais ma question, parce que tu as quand même l'air de quand même continuer un peu à travailler assez, en tout cas, beaucoup, tout est relatif, ça dépend des gens, mais tu m'as l'air de travailler quand même relativement beaucoup. Comment tu arrives à gérer un peu cet équilibre vie perso, vie pro? Je m'explique, est-ce que parce qu'en plus, la mission t'anime, donc c'est pas juste un projet que tu fais pour dire: «Bon, ben, juste, faire de l'argent, faire un peu» la mission t'anime et quand une mission t'anime, tu peux pas dire: «Bah, la mission, elle m'anime peut-être, je sais pas, de 9 heures à midi et puis après je l'éteins et puis après je la rallume» et cetera. Donc comment tu réussis? Parce que en même temps, comme c'est un peu un marathon, faut aussi se dire qu'on doit être capable de tenir sur le long terme et du coup, quand tu veux tenir sur le long terme, ben, tu cours pas un 100 mètres comme tu cours un 10 kilomètres, un 20 kilomètres, un 40 kilomètres. Donc comment toi, tu arrives à gérer cet équilibre un peu vie pro, vie perso? Ouf! Alors, une très, très bonne question. C'est vrai que quand on est animé par quelque chose, c'est compliqué en fait de prendre du recul parce qu'on a toujours une idée, parce qu'on a toujours envie d'avancer. Heu,
ton cerveau, même quand tu vas dormir, il continue à tourner. En fait, tu dors pas réellement et donc ça, c'est vrai que ça peut être dangereux. C'est vrai que moi, je suis une personne de nature à beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, que ce soit, ouais, travailler, produire quelque chose ou que ce soit même, dans les apprentissages. Je mets ça aussi dedans. Je me forme beaucoup, je me forme tout le temps. Donc du coup, parfois, c'est un petit peu compliqué de lâcher du lest et c'est vrai que j'ai fonctionné comme ça pendant très, 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 très longtemps. Mais, je suis quand même une personne qui, je suis de nature très organisée, donc du coup, je balise quand même beaucoup. Donc ça me permet de faire énormément de choses pendant une journée et d'être, productive parce que je vais aller à fond et que, voilà, je suis super concentrée et cetera. Maintenant, quand ça commence à prendre, un petit peu trop de place, bah, j'ai des garde-fous. J'ai des enfants qui me rappellent que: «Ouais, non maman, en fait, tu avais dit qu'entre 18 heures et 20 heures, tu fais pas de réunion». «OK». Voilà. Et ça, je pense que c'est important, en tout cas dans mon cas et après au-delà de ça, j'ai la chance d'avoir un entourage qui est exceptionnel et voilà, qui m'accompagne, dans mes folies, et qui sait aussi me dire stop quand il faut me dire stop. Donc voilà. OK, super et tu parlais aussi de, tout ce qui était, constitution d'équipe, puisque tu disais qu'il y a des personnes, des fois, qui vont s'occuper, de constituer les cours, d'autres personnes qui vont aussi être profs, donc qui vont peut-être animer les ateliers ou les cours, et cetera du samedi. Ma question aussi ici, c'est comment ou qu'est-ce que tu regardes, à quoi tu fais attention quand tu dois travailler avec quelqu'un? Parce que, alors je ne vais pas parler forcément d'association parce que ça dépend du statut, mais ne serait-ce que travailler avec quelqu'un dans une équipe ou autre, à quoi tu fais attention? Parce que il y a tout ce qui est compétences, donc est-ce que la personne elle est compétente? Typiquement sur ta verticale, c'est est-ce que cette personne elle sait bien s'exprimer? Est-ce qu'elle a de la patience? Ce sont des enfants, est-ce qu'elle a de la pédagogie? Est-ce qu'elle a potentiellement le savoir peut-être pour aller plus loin? Parce que tu peux avoir des enfants qui sont curieux et cetera. Mais tu as aussi l'autre côté un peu, ben, soft skills, c'est-à-dire valeurs, mission et cetera. À quoi tu fais attention quand tu potentiellement recrutes quelqu'un ou bien quand tu vas travailler avec quelqu'un? Moi, je considère et c'est une chose aussi que j'ai beaucoup appris en RH, je considère que les compétences, ce sont des choses qui s'acquièrent tout au long de la vie. Par contre, tes valeurs, généralement, tu les portes pendant un sacré bout de temps. OK. Donc je regarde d'abord les soft skills, je regarde d'abord les valeurs et franchement, j'ai la chance, mais vraiment, hein, je touche du bois, que le ciel m'entende, que ça reste comme ça. J'ai la plupart du temps, je suis toujours tombée sur des personnes, mais qui étaient à 3000 en fait, dans la vision d'Easy Coller et en fait, c'est ça, c'est est-ce que tu adhères à la vision? On travaille avec des enfants, on travaille avec des familles, de manière globale. Heu, qu'est-ce que toi tu vas apporter? Quel est toi ton regard par rapport à cette vision-là? Est-ce que tu la comprends? Parce qu'on n'est pas sur quelque chose, de classique où, voilà, ça se passe comme ça dans toutes les écoles. Même quand on parle d'écoles alternatives et tout, on peut potentiellement être apparenté à une école alternative, on n'y est même pas en fait. On n'y est même pas. Donc je regarde vraiment, vraiment, vraiment les soft skills. C'est ultra important. J'ai fait l'erreur une fois de m'appuyer uniquement sur les compétences et je peux garantir que je le referai plus. Ça a été une bonne leçon. Ça a été une bonne leçon. C'est ultra important parce que, hem, on est on est dans quelque chose qui est, je dirais pas philosophique, mais tu vois, il y a une bonne partie dedans, on n'est pas on vend pas un produit comme ça, on vend pas, je sais pas moi, des stylos ou un livre ou je sais pas, on est en contact avec l'humain. Le but, c'est que cet humain-là, il se développe, qu'il puisse avoir conscience de lui-même, voilà, qu'il excelle vraiment dans toute sa splendeur. Donc pour que ça se produise, faut qu'il y ait quelqu'un aussi en face qui incarne ça. Donc bien évidemment, il y a des choses qui s'apprennent, de la pédagogie, easy collé, tu vas pas la retrouver, dehors, donc ce sont des choses qui s'apprennent. Mais déjà, l'individu, sa personnalité, elle est trop, 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 trop importante, vraiment. Et je pense que c'est d'autant plus important que quand on regarde avec qui nos enfants sont dans les écoles, les centres de loisirs et cetera,
ça fait souvent peur et vraiment, je pense que c'est important de s'appuyer, sur la personnalité avant de regarder les compétences et cetera. Bien évidemment que les compétences comptent, mais dans mon secteur d'activité, la personne, ça fait, 80 du job, en fait. OK. OK, super et tu m'as l'air, comme tu disais, tu vois, tu te formes tout le temps, potentiellement, tu es vraiment porté par ça. Tu m'as l'air d'être une personne curieuse intellectuellement. Imaginons que j'ai une petite disquette, petite carte et que je te dise que cette carte, elle contient une compétence. Donc ça peut être une hard skills, ça peut être une soft skills et je te disais que en te la donnant, tu pouvais, ben, instantanément apprendre cette compétence. Quelle compétence tu choisirais? Ah ah! Sans aucune hésitation, les neurosciences. Ah, pourquoi? Parce que moi, le cerveau me fascine. Le cerveau me fascine. C'est tu vois, je vais, donner un petit peu une image. Moi, je suis fascinée la nuit quand je regarde le ciel et qu'il y a plein, 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 plein d'étoiles. Je me dis: «Mais waouh! Mais comment c'est possible, en fait?» Nous, on est là, à des milliers de kilomètres et comment c'est possible? Et ben, je regarde le cerveau humain de la même manière. Il y a des trésors dedans et en fait, je pense que non, c'est vraiment quelque chose qui me drive et ouais, j'ai vraiment à cœur d'en découvrir plus là-dessus et que ce soit personnellement ou pour mon activité, bah, le fait de me dire, tout à l'heure, on parlait un petit peu, de l'évolution, dans les âges, au niveau de l'enfance. Quelles sont les choses qu'on acquiert à peu près à tel ou tel âge? Ben, ça aussi, je pense que c'est vraiment important de pouvoir maîtriser ça. Enfin, je vais pas dire que demain je vais devenir experte, mais en tout cas, j'aimerais, avancer, dans ces connaissances-là. Ne serait-ce que, ben, dans l'application au quotidien dans mon activité, mais également pour le transmettre au niveau des parents. Ben, parfois, on attend beaucoup, beaucoup de choses des enfants et en fait, c'est juste que, d'un point de vue développement, ils sont pas encore prêts, c'est tout Mmh, et ça, à partir du moment où on sait ça, bah, ça change beaucoup de choses. OK. Ouais, super intéressant et dis-moi, si tu avais justement quelqu'un avec toi qui te posait des questions, ce serait quoi potentiellement les conseils que tu lui donnerais s'il voulait se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien monter un projet? Ou peut-être quels conseils tu donnerais à la jeune vie, je mets des guillemets, qui, s'est lancée en 2020? Qu'est-ce que tu referais pas, ferais différemment? Est-ce que tu ferais tout pareil? Ce serait quoi un peu ta rétrospective générale sur, la création d'Easy Collé? Alors, tiens, j'avais jamais réfléchi à ça. Qu'est-ce que je dirais à l'ancienne version de moi-même? Hem, Très sincèrement, dans mon parcours spécifique EasyCollé, je sais pas si je changerais grand-chose parce qu'en fait, mon parcours, il a été extrêmement formateur. J'ai beaucoup appris. Comme je te disais, je suis vraiment en mode test and learn. J'ai appris énormément, que ce soit en termes de compétences professionnelles ou que ce soit sur moi-même. J'ai appris énormément. Maintenant, si je devais donner des conseils à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ben, mettez-vous à la place de la personne pour qui vous créez votre produit ou votre service, tout simplement. Je croise beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent parce que leur truc, il marche pas et cetera, mais bah, peut-être que ça convient pas aux besoins, bah, des personnes qui sont en face. Donc je pense que c'est important d'avoir l'humilité, de se dire: «Bah, peut-être que mon idée, elle est peut-être pas forcément super bien, définie ou en tout cas, elle répond pas forcément, parfaitement aux besoins du consommateur». Donc ouais, avoir cette humilité-là et se dire: «Bah, OK, je vais aller regarder concrètement de quoi on a besoin et je vais adapter». OK, super. Hem, avec Easy Collé, ce serait quoi à peu près tes objectifs à court et long terme? C'est quoi un peu la vision, la roadmap que tu as? Si tu peux nous partager des choses, hein. C'est quoi un peu la vision que tu as pour Easy Collé? Oui, carrément. Alors, tout à l'heure, on parlait du digital, pardon. À court terme, l'idée, c'est d'avoir un programme dédié au digital. Donc
à partir de la rentrée prochaine, donc 2020 enfin septembre 2024, octobre 2024, un programme dédié au digital où, bah, on aura des entrepreneurs, qui seront là pour former les jeunes. Pareil sur de la gestion de projet, parce que je trouve que la collaboration, c'est extrêmement important. Apprendre à collaborer quand on est déjà jeune, je trouve que c'est hyper important. Ça apporte énormément de choses d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif. Donc voilà, on rajoute, le digital, dans tout ça, on fait notre petite tambouille. Après à long terme, bah, l'idée c'est d'être, une école, du lundi au vendredi, et donc de garder une partie, périscolaire et en parallèle pouvoir aussi, s'installer sur le continent. Donc pouvoir lancer Easycoller, donc notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire dans un premier temps. Voilà. OK. Super, non, super intéressant. Écoute, vu que tu es à distance, je veux te montrer quelque chose. Oui. Premier step, comme ça Ah ah! et effectivement, ce petit sac contient quelque chose, donc je vais te le montrer dans hop, que tu vois ça bien, voilà, hop. Oh là là! Donc c'est un t-shirt pour toi effectivement que je te ferai parvenir ou que je te donnerai, ben, dès que je te vois. Est-ce que tu Oui. acceptes ce t-shirt? Mais je l'accepte volontiers, mais je suis trop, trop contente. Là, vu que tu sais même pas, on dirait une enfant. Tu vois quand il y a des petits groupes, de copains, copines et tout, toi tu es là, tu regardes de côté là. Après on te Mmh. dit: «Allez viens maintenant tu fais partie de la team». Je suis trop contente. Super. Alors, en acceptant ces t-shirts, tu acceptes aussi le défi de l'upgrade. Ah ah! Intéressant. Alors, aujourd'hui, EasyColler, vous enseignez en français, c'est ça? Yes. Je veux te demander, si tu l'acceptes, de faire parce que pour moi, il y a aussi, et c'est aussi à voir avec ta vision ou autre, mais la diaspora anglophone est ultra, ultra, ultra friande de ce que toi tu fais aujourd'hui. Je vais te demander, donc tu auras un certain temps pour ça. Je vais te demander en fait de créer un atelier. Donc un atelier, je pense de 1 heure, ça peut être 1 heure 30, donc une masterclass en anglais et de réussir à réunir donc potentiellement 10 parents ou 10 enfants, on va dire en tout cas 10 personnes à minima et que justement tu feras en visio. Pour ça, tu auras 30 jours, donc à minima pour faire ça, donc maxima pardon, donc tu auras 30 jours et surtout en fait, tu ne seras pas seul parce que du coup, il va falloir cibler les personnes et cetera, donc tu auras accès aux ressources de l'upgrade qui te seront données. Est-ce que effectivement tu acceptes ce défi? Ou est-ce que tu le déclines? Je l'accepte sans aucune hésitation. Merci même. OK. Alors en acceptant ce défi, hem, si tu le réussis bien sûr, ça débouchera sur une récompense. Ah ah! Dans le cas contraire, ça débouchera sur une conséquence. Mais tu sauras tout le moment venu. OK? OK, OK. Trop bien. Oui. J'ai hâte. Super, beh, de toute façon, je t'enverrai toutes les informations au niveau, opérationnel et cetera, mais je pense que ça peut être très, très cool même pour Easy Coller d'essayer un peu titiller un peu le marché anglophone parce que je pense qu'il y a moyen, justement le digital permet ça. Donc je pense que ça peut être très, 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 très cool. Est-ce que peut-être, tu aurais ouais, potentiellement, ça peut être intéressant puisque tu as dit que tu te formais beaucoup. Est-ce que tu aurais peut-être quelques ressources qui t'ont aidé, toi, dans ton parcours? Ça peut être au niveau mindset, ça peut être au niveau entrepreneurial, ça peut être au niveau aussi peut-être de compétences. Est-ce que tu as des quelques ressources? Ça peut être, vidéo YouTube, podcast, livres et cetera que tu pourrais partager, aux auditeurs? Alors, franchement, j'ai plein de thématiques sur lesquelles, je soit me forme, soit, je m'intéresse, je suis un petit peu curieuse et tout. Donc ce qui a pu m'aider effectivement d'un point de vue mindset, bah, j'ai pu, lire beaucoup de livres, dev perso, spiritualité et je suis plus sur l'aspect, dev perso et spiritualité que, dev perso tout court. Parce que je pense que, bah, le dev perso, tout dépend des personnes en fait. Ce que les uns font, ne correspond peut-être pas aux autres.
Donc après, il y a plein de ressources à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, il y a plein de livres. Après, je pense que, il y a un petit peu, de tout pour tout le monde. Je me forme beaucoup. Non, c'est pas vraiment de la formation, mais en tout cas, je m'intéresse énormément à tout ce qui va être, transgénérationnel, les relations justement parents-enfants ou relations familiales, en fait, de manière générale. Et donc là, j'ai un livre que j'ai commencé, heu, dont n'ayez pas peur, hein. Ça s'appelle «Guérir de sa mère». Et donc en fait, c'est, bah, aller un petit peu en profondeur dans les relations qu'on a, et ça peut être sa mère, mais ça peut être sa grand-mère, ça peut être, quelqu'un avec qui on a passé beaucoup de temps dans notre enfance, par exemple. On sait pertinemment que, bah, les relations que l'on a, surtout quand on est jeune, bah, elles nous impactent fortement et elles nous forgent positivement ou négativement, et bah, c'est ce qui fait qu'on devient l'adulte qu'on est, aujourd'hui. Donc je m'intéresse beaucoup, beaucoup à ça en ce moment. Donc j'ai plein, de ressources. D'ailleurs, j'ai des formations qui sont, en cours, à ce niveau-là. D'un point de vue professionnel, j'ai également pu, bah, beaucoup me former sur, justement tout ce qui est relations. Parce que moi donc je forme, donc sur, le management d'équipe, cohésion d'équipe et cetera. Comment avoir des relations, bah, qui fonctionnent, au sein d'une équipe. Après qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Et puis après la partie histoire. C'est vrai que là, ces derniers mois, je suis un petit peu moins dessus, mais la partie histoire et spiritualité aussi, je mets aussi un petit peu de spiritualité, dedans. Mais la partie histoire aussi, elle est très, très, très importante avec, des ouvrages, qui sont classiques, voilà, je pense que les personnes qui s'intéressaient à l'histoire, on a, un petit peu tous les mêmes références. Et quand je dis histoire, aussi bien histoire afro-caribéenne que, histoire, tout court quoi, histoire européenne, et cetera. Parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant entre les différents peuples, comment les uns et les autres vivaient, et bah, jusqu'à nos jours, en fait. Donc voilà. OK. Tu parlais aussi de formation. Du coup, tu peux nous parler un petit peu des projets que tu as, qui vont bientôt sortir? Oui, alors de formation, tu parles de ma casquette, formatrice? En fait, tu disais que effectivement, tu avais quelques formations qui arrivaient, que tu étais en train de travailler sur certaines formations. Tu parlais de quoi Ah exactement? oui, alors il y a 2 volets. Donc il y a un volet où moi je vais me former à certaines choses, donc notamment, sur tout ce qui va être, bah, les relations et cetera, enfin dans ce domaine-là. Je suis déjà formée donc en PNL, en, communication non violente, et donc bah, du coup je poursuis en fait, là-dedans, tout simplement pour pouvoir un petit peu, bah, avoir plus de connaissances là-dessus. Et moi, d'un point de vue professionnel, je suis en train de retravailler et recréer, des formations. Donc justement sur tout ce qui va être, le management d'équipe, pouvoir accompagner l'équipe, pouvoir être un manager, pouvoir incarner la posture, de manager, et bah, leader, ses équipes, en fait, tout simplement. OK, OK, super. Beh, écoute, Vie, en tout cas, super, content de t'avoir reçu sur le podcast. C'était vraiment un échange, très enrichissant et puis je pense que encore une fois, la mission que tu portes avec Easy Call est très importante et puis même toi en tant que personne, c'était super intéressant d'échanger avec toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour l'audience? Bah, merci à toi, de m'avoir reçue. Franchement, très contente de l'échange et très contente du challenge, vraiment. J'aime bien les défis, donc là, je vais y aller à fond. Je vais me dire à la fin: «Ah là là, qui m'a envoyé?» mais c'est pas grave, je vais y aller. Vraiment, c'est un beau challenge, et effectivement, je pense que, voilà, c'est quelque chose qui portera des fruits, ultérieurement. Bah, si j'ai quelque chose à dire, à l'audience, ce serait, ben, soyez authentiques. Soyez authentique, soyez vous-même. Je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Parfois, c'est pas facile parce qu'on a, voilà, la pression de l'extérieur, la société et cetera, mais je vous garantis qu'on y gagne. Voilà. OK, super. Où est-ce qu'on te retrouve, si on veut échanger avec toi, discuter avec toi, peut-être prendre des contacts sur EasyCollet ou autre? Yes! Alors, comme je disais tout à l'heure, on est très, très actifs sur Instagram, donc école_easycolé.
Et sinon, bah, après pour trouver des informations, on a notre site internet easycoller-sococo.com et LinkedIn aussi. Voilà, easycoller, tout simplement. Super. Ben écoute, vie, franchement, encore une fois, c'était un plaisir pour moi et puis, en tout cas, hâte de voir, tout ce que EasyColler va faire, tout ce que tes projets aussi vont donner et puis aussi comment tu vas te challenger sur ce petit défi, quoi. Yes. Bah, pareil. Salut. À Salut, ciao, bientôt. ciao.